Les données aberrantes, bien, ça arrive tout le temps. C'est pas si rare que ça. Ça arrive dans différentes situations dans la recherche. Ça peut être dans la recherche expérimentale, autant que dans la recherche de simulation aussi. Donc, c'est une opportunité pour identifier et éradiquer les erreurs dans notre démarche. Mais ça se peut aussi que les incohérences dans les données sont juste que nos hypothèses ne sont pas correctes. Donc, dans ces moments-là, nous avons une opportunité pour pousser notre recherche, pour découvrir peut-être un aspect qu'on n'avait pas su avant. Je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est de penser que ces aberrations sont sans importance ou de simplement l'ignorer. Je pense que la meilleure façon d'agir dans ces situations est d'en parler, d'en discuter, de chercher plus... chercher dans notre méthodologie pour assurer que notre méthodologie est sans faute et en plus de retourner dans les hypothèses. Donc, souvent, l'horizon du temps peut nous pousser peut-être à vouloir sortir des résultats quand ils ne sont pas vraiment matures. Il faut prendre une bonne respiration et penser, malgré tout ça, tout cet investissement de temps, ça mérite d'avoir des résultats qui sont fiables. La tour de Babel, il faut l'éviter parce qu'on a un but commun qui transcende nos différences et il faut savoir parler à l'autre, il faut savoir l'écouter, puis il faut savoir son langage. Il faut l'avoir absorbé, il faut en avoir saisi les grandes lignes. Ça a été parmi les premières personnes que j'ai engagées. Un PhD extrêmement intelligent, extrêmement organisé. Et c'est devenu, en 1 an, c'est devenu 2 ans, c'est devenu la directrice scientifique. Il y a des laboratoires où les gens relisent l'article pour dire que l'anglais est bon ou pas bon. Mais elle regarde la qualité scientifique. Elle regarde si ça passe à nos standards qui sont élevés. Et si un article est imparfait, disons qu'une image de microscopie électronique n'est pas à la hauteur, elle sait qu'on est capable de faire mieux parce qu'elle a toute l'expérience, elle va, et ça peut être moi, le directeur, dit, docteur Auger, c'est pas à la hauteur, reprenez cette image de coupe électronique, ça ne ressemble pas au travail qu'on fait d'habitude, on a mal choisi, hein. Et on recommence. On la recommence, c'est elle qui est le cerbère, c'est elle qui est le gardien de la qualité absolue. On ne peut pas contourner son opinion. En général, il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés par le succès de la recherche que la simple équipe de recherche ou le chercheur lui-même. On sollicite les pairs, évidemment, qui ont à approuver le financement, donc qui ont à évaluer dans un premier temps et qui ont, je crois, le devoir d'évaluer d'une manière constructive les propositions qui leur sont soumises et qui ont le potentiel de les améliorer. Nos administrateurs universitaires font également partie de l'équipe parce qu'ils ont la possibilité d'aider une équipe de recherche. Évidemment, l'équipe de recherche joue un rôle crucial. Tous les membres de l'équipe font partie, sont des joueurs importants. Un maillon faible peut compromettre une recherche, donc les chercheurs, les étudiants, les professionnels de recherche, le personnel technique, tous sans exception ont un rôle crucial à jouer dans le bon accomplissement d'une recherche. Et je crois qu'il convient certainement de dire que la recherche, la bonne conduite d'une recherche, c'est une responsabilité collective. Je pense que quand on travaille dans des méthodes qualitatives, notamment là, en anthropologie ou dans les sciences humaines en général, et qu'on va faire une recherche sur le terrain auprès d'acteurs sociaux, l'intersubjectivité, c'est cette conscience que le chercheur doit avoir qu'il est lui aussi un acteur social. Donc l'intersubjectivité, elle se joue à ce niveau-là, dans la mesure où nos interlocuteurs sur le terrain sont positionnés, soit comme hommes ou femmes, selon le groupe d'âge, selon le groupe social, l'appartenance ethnique, religieuse.
le chercheur est aussi positionné. Donc, cette démarche réflexive pour nous est importante. Cette prise de distance critique réflexive permet au chercheur de minimiser autant que possible sa propre part de subjectivité. Après ça, le défi, c'est réussir à faire parler ces données. C'est le défi de tout chercheur, de faire parler ces données, mais nos données, elles sont qualitatives. Ce sont des représentations, ce sont des choses qu'on a observées. Donc, on a observé des pratiques, mais on veut savoir pourquoi les gens font cette pratique-là. Et donc là, quand eux nous livrent donc, pourquoi ils ont fait telle chose, on est un peu au niveau des idées. Hein? Donc, des idées, ça ne peut pas s'objectiver, mais ça peut, dans la compréhension, mais ça peut s'interpréter. Donc, au départ, le chercheur doit avoir une très bonne ou une assez bonne compréhension du contexte social dans ses dimensions historiques, politiques, pour resituer, être en mesure de resituer les propos, les points de vue, les représentations des acteurs sociaux. En tant que professionnel de recherche, moi, je pense qu'on fait partie d'une grande structure de la recherche, en fait. On a le chercheur, on a un ou une professionnelle ou plusieurs, et on a les étudiants gradués. Je pense que nous, on s'organise pour que la qualité des données qui sortent de notre laboratoire soit le plus précise possible, la qualité soit optimale. Et souvent, les chercheurs n'ont pas le temps et la disponibilité pour répondre à toutes les questions terre à terre des étudiants dans un laboratoire. Je pense que nous, on est là, on est disponible. On a du temps pour chercher les solutions aux problèmes, pour éviter que l'étudiant ait toujours besoin d'aller vérifier auprès de son directeur de thèse des petits détails qui peuvent être résolus autrement. Donc, je pense qu'on a une importance dans ce sens-là. Moi-même, quand j'étais étudiante graduée, j'ai appris à travailler. C'était pas quelque chose que j'avais déjà fait. J'ai appris la minutie, la rigueur et le souci du détail de toujours conserver en moi. Donc, c'est comme professionnel de recherche dans un laboratoire, c'est ça qu'il faut inculquer aux étudiants gradués. En tant qu'étudiant, quand on parle de recherche responsable, on pense directement donc, à la méthodologie. Donc quand on se lance dans les études supérieures, on n'a pas forcément une idée précise de ce qu'est être étudiant-chercheur. Donc du coup, on a besoin de cet encadrement méthodologique-là. Donc l'encadrement méthodologique, c'est montrer un peu à l'étudiant la manière de faire, comment travailler. Parce que, comme j'aime à le dire, on n'est pas étudiant-chercheur, on le devient. Donc, ce n'est pas à la suite que l'encadrement du directeur ou de la directrice de recherche intervient, mais à la base, il faudrait vraiment cet apprentissage-là. Donc, l'étudiant a besoin de savoir comment trouver des données, comment les analyser et comment les retranscrire. Et au niveau de la retranscription, c'est là qu'interviennent les questions de plagiat, propriété intellectuelle et droits d'auteur. Donc, l'étudiant a besoin de ça. Donc moi, en tant qu'étudiant, et puis lors de mes échanges avec certains étudiants également dans ma mission au niveau de la commission de la recherche, ça revenait tout le temps.